Bonsoir. Ouverture solennelle hier, discours très grave aujourd'hui. En 24 heures, le sommet de Madrid a pris sa vraie dimension, celle des négociations. Celle d'un face-à-face aussi entre deux positions très marquées. Les Israéliens d'abord, les Palestiniens ensuite. Tous veulent la paix, ils l'ont dit aujourd'hui, mais tous ont posé leurs conditions et le chemin vers la paix paraît encore bien long. Jean-François Gringoire. Premier intervenant ce matin au deuxième jour de la conférence, Yitzhak Shamir, le Premier ministre israélien qui s'apprête à rappeler face à face à ses voisins arabes les intentions de l'État hébreu. Premièrement, que les négociations se concentrent sur le problème des territoires occupés et c'est le chemin le plus rapide pour arriver à une impasse. Cependant, Yitzhak Shamir ne refuse pas systématiquement d'aborder la question territoriale. Largement insuffisant bien sûr pour arracher des applaudissements autres que ceux de la délégation israélienne. Si nous ne pouvons parler du statut de Jérusalem, du retrait des territoires occupés, que diable faisons-nous ici? S'est interrogé le ministre jordanien des Affaires étrangères, Kamel Abou Jaber, aussitôt après son intervention. Puis, ce fut au tour d'Haïdar Abdel Shafi, chef de la délégation palestinienne, de demander à Israël de cesser la colonisation des territoires occupés pour prouver sa bonne foi. Abdel Shafi qui a affirmé « Nous sommes prêts à vivre côte à côte et serions prêts à accepter une étape transitoire pour mettre un terme à l'occupation des territoires ». Après que le Libanais Fares Bouez ait demandé le retrait d'Israël du sud-Liban, le Syrien Farouk al-Shareh a été bien plus loin en tenant un discours très dur, réclamant le retrait d'Israël de chaque pouce des territoires occupés depuis 1967. Tout le monde a donc placé la barre très haut, reste à connaître maintenant l'aptitude à négocier de chacun. En fait, chaque délégation est restée ferme. Je vous le disais, Israéliens ou Palestiniens, tous sont restés sur leur position. Les discours d'aujourd'hui n'ont créé aucune surprise, mais c'est peut-être dans les coulisses que s'engagent les négociations. Première réaction et analyse de Madrid, Marc Mémon et Philippe Jasselin. Atmosphère studieuse dans les locaux de la délégation jordano-palestinienne. Au centre de presse, on écoute avec beaucoup d'attention l'intervention du Premier ministre israélien à la table de conférence. On observe le ton, on scrute tout ce qui pourrait marquer une évolution de la position israélienne. Commentaire à chaud, c'est la déception, mais la conférence doit continuer. Pour l'instant, ça vous paraît positif ou non? Ça me paraît très négatif, mais je dirais que ce n'est pas si négatif qu'il faut arrêter ce qu'on a commencé hier à Madrid. Faisal al-Husseini, qui préside la délégation palestinienne, confirme cette mauvaise impression générale. Il vient de le dire à la radio israélienne. Il n'empêche, dans les couloirs, l'Israélien colonel de Tsahal et le porte-parole palestinien discutent. Au bureau de la délégation israélienne, même attention pour les Palestiniens qui s'expriment à la tribune de la conférence. Nous négocierons avec tous ceux qui acceptent les principes de ce processus et qui acceptent les objectifs. Plus ils seront nombreux, plus les chances seront véritables pour aboutir à nos fins, c'est-à-dire à une paix globale. Maintenant, si quelqu'un refuse, ce serait très dommage, mais nous discuterons, nous négocierons avec tous ceux qui voudront bien le faire avec nous. Chez les Syriens, pas de réaction, on veut prendre le temps de l'analyse. La journée aura permis de marquer l'écart qui sépare la position israélienne des positions palestiniennes et arabes. Sans surprise quant au fond des divergences, mais une journée historique sur la forme, on s'est écouté autour d'une table. C'est, sauf retournement de dernière minute, le grand succès de cette première phase de la conférence. Les débats se poursuivront sous la forme de négociations bilatérales. Une étape importante qui conduira peut-être à cette paix tant désirée par toutes les parties en présence. Et justement, on vient de l'apprendre, selon Israël, les négociations bilatérales commenceront dimanche à Madrid. Il a aussi été question du sommet de Madrid lors de la rencontre entre Mikhaïl Gorbatchev et François Mitterrand à Latché, mais ce n'était pas l'essentiel du débat. Les deux chefs d'État voulaient dissiper tout malentendu sur leurs relations. Pour la 3 sur place, Arlette Chabot. Deux coqs pour deux présidents qui ont apprécié ce matin ce réveil à l'ancienne. Le cadre familial, l'intimité du lieu ont permis aux deux chefs d'État de se livrer en fait à une manifestation de soutien réciproque.
François Mitterrand veut conforter en Mikhaïl Gorbatchev le président de l'Union face aux exigences des républiques. Il souhaite donc que l'aide occidentale soit versée directement à cette union. De son côté, le président soviétique rend hommage à la diplomatie de la France. Elle ne siège pas à Madrid, mais elle a beaucoup œuvré pour la tenue de la conférence sur le Proche-Orient. Réciprocité parfaite. Pour sceller cette nouvelle alliance, il fallait enfin dissiper le malaise provoqué par la froideur française lors du putsch de Moscou. C'est une controverse qui est surtout à usage de politique intérieure, qui semble complaire à beaucoup de gens, mais qui m'est assez indifférente. Les relations entre nos personnes et nos pays sont des relations fortes. Elles l'ont toujours été, y compris et même surtout au moment difficile où était en péril le chef de l'État, sa famille et son pouvoir légal. Et nous entendons bien continuer d'être proches chaque fois qu'il s'agira de sauvegarder la marche vers la démocratie et l'équilibre de l'Union. La polémique franco-française n'est sans doute pas terminée. En revanche, entre François Mitterrand et Mikhaïl Gorbatchev, c'est bien la complicité retrouvée. Et on a beaucoup parlé d'un livre à Latché, celui où Mikhaïl Gorbatchev raconte comment il a vécu le putsch de l'été dernier. Mais voilà, selon les traductions, Mikhaïl Gorbatchev, il regrette que François Mitterrand ne l'ait pas appelé après les événements. Dans une autre version, il regrette de ne pas avoir eu sa mère au téléphone. La polémique est bien lancée, même si le président de la République ne veut pas y accorder d'importance. Jean-Marc Pitt. Ce matin, à Latché, M. Gorbatchev a donné un conseil aux journalistes. Ce n'est pas mon livre, ce n'est pas la citation puisée dans mon livre. Donc d'aucuns cherchent à provoquer. Et donc vous devriez procéder à une enquête des journalistes, verrez à qui cela profite. Ce conseil, nous l'avons suivi. Il existe effectivement une autre version de l'ouvrage du président soviétique. En lieu et place de la phrase sur François Mitterrand, il y a celle-ci. J'aurais dû téléphoner à ma mère, je n'ai pas pu le faire, je le regrette encore. Dans le texte paru en anglais, qui est le texte initial, la phrase n'y est pas. Il n'est pas fait état, le moins du monde, de ce que vous considérez comme un incident, il n'en est pas question. Version initiale, l'éditeur Olivier Orban n'est pas de cet avis. Le passage sur Mitterrand n'a pas été altéré, il figurait dans la version originale du manuscrit de Gorbatchev. Entre le 2 et le 10 octobre, un émissaire de Gorbatchev est venu à Londres et sur la traduction anglaise, il a supprimé le passage sur Mitterrand et l'a transformé ou remplacé par le passage de Gorbatchev sur sa mère. La diplomatie a ses raisons que la raison ignore, mais elle a aussi ses chaos. Les éditeurs français, italiens et finlandais n'ont pas été avertis de cette transformation de dernière minute. Mais M. Gorbatchev, en tant qu'auteur, peut toujours y apporter les corrections qu'il souhaite. On ne peut plus parler ce soir de l'affaire des transfusés contaminés par le sida, mais des affaires. Chaque jour, de nouvelles révélations mettent en effet en cause différentes personnalités médicales ou politiques. Hier, nos confrères de l'événement du jeudi affirmaient que le docteur Garetta avait fait falsifier un rapport d'experts. Nous avons voulu en savoir plus. Reportage, Jean-Pierre Quinson. Le rapport en question, le voici. Un rapport rédigé en 1985 par le docteur Habibi, un proche collaborateur du docteur Garetta, et résumant les travaux d'un groupe de travail réunissant plusieurs experts de la transfusion sanguine. Dans un pré-rapport établi le 14 mai, ceux-ci recommandent le chauffage des produits sanguins. Dans le rapport transmis le 30 mai au ministre Edmond Hervé, les conclusions sont beaucoup moins formelles. Le rapporteur met en particulier en avant l'incidence économique qu'aurait pour le CNTS la non-diffusion des produits en stock contaminés et s'en remet aux autorités de tutelle. Selon l'événement du jeudi, la différence entre les deux rédactions provient d'une volonté délibérée du docteur Habibi de masquer la vérité pour pouvoir, avec une caution scientifique, continuer à écouler les produits contaminés du CNTS. Plusieurs experts contactés confirment d'ailleurs cette thèse. Quant au docteur Habibi, actuellement en déplacement à l'étranger, il s'est déclaré profondément indigné par ces allégations.
Invité du 19-20, Jacques Ruffier, bonsoir. Vous êtes professeur. Bonsoir, madame. Vous êtes professeur au Collège de France, mais surtout ancien responsable au CNTS. Alors, vous avez été exclu du conseil d'administration en 1985. Et à l'époque, vous aviez déjà compris les risques de la contamination par la transfusion. Depuis 1985, vous êtes resté silencieux. J'ai envie de vous demander pourquoi vous avez décidé de parler maintenant. Chère dame, je pense qu'il faut dire la vérité. Je n'ai pas été responsable, j'étais président du conseil d'administration. Ce n'est pas la même chose. Responsable, c'est le directeur. De responsabilité. Et que s'est-il passé? C'était à la fin du mois de novembre 84. J'ai reçu un coup de téléphone de mon maître, le professeur Jean Bernard, qui est, je crois, l'un des plus grands médecins du siècle, qui présidait ce conseil, et qui m'a dit: Ruffier, j'ai trop de travail, et puis il y a des choses qui ne me plaisent pas, venez donc me remplacer. Et je suis allé, je lui ai obéi, volontiers, et le 18 décembre, j'étais élu à l'unanimité président du conseil d'administration. Je suis, attendez, je suivis à ce moment-là, le 19, le lendemain, les conseils de mon maître Jean Bernard, et je commençais à voir ce qui se passait dans les labos, et puis à voir ce qui se passait également un petit peu dans l'administration. Et j'ai eu quelques inquiétudes. À Noël, je fis un petit exposé des souhaits au personnel, et j'exprimais ces inquiétudes qui me furent confirmées du reste par les délégués syndicaux. Et au premier conseil d'administration qui suivit, qui était le 24 février 85, donc 2 mois et 1 semaine après ma prise de fonction, j'ai proposé 2 enquêtes et immédiatement mis en minorité, une minorité que j'appellerais stalinienne, puisque j'ai eu 19 voix contre moi, 2 pour et 3 abstentions. Alors vous avez été exclu parce que vous parliez des vrais problèmes? Parce Écoutez, que vous parliez à l'époque déjà du danger de contamination. Mais il faut nous demander à ceux qui m'ont exclu. Moi, j'ai proposé, je sentais que les choses n'allaient pas bien, et je confirmais le sentiment du professeur Jean Bernard, de mon maître Jean Bernard, que je remplaçais. Je sentais que les choses n'allaient pas bien, je fais une enquête moi-même, puis je demande des expertises de gens hautement compétents. On me refuse. Et parmi les administrateurs, il y en a 1 ou 2 qui ont dit: mais laissons Ruffier encore 1 mois ou 2, continuer son enquête. Pas du tout. On a immédiatement, M. Farine, pour ne pas le nommer, qui était vice-président, qui n'est pas médecin, qui était de Strasbourg, a proposé ma déchéance immédiate. Immédiate. Je ne vois pas ce que les enquêtes pouvaient qui pouvaient être gênées. Professeur Ruffier, vous êtes resté silencieux donc pendant près de 6 ans. Vous êtes aujourd'hui un peu sévère avec le CNTS. Est-ce que vous avez l'impression que des problèmes d'ordre financier ont pris le pas sur la vie des gens qui pouvaient être contaminés? Il y a des enquêtes judiciaires, laissez-les poursuivre. Je n'ai pas à jouer ici le rôle de procureur et de magistrat. Je dirais simplement que ce qui m'a un petit peu choqué, c'est que l'on inculpe 3 personnes. 3 personnes qui visiblement ne sont pas les seuls responsables. M. Garetta, certes, était le patron, mais enfin, il n'était pas le seul, ce n'était pas Garetta qui fabriquait les produits. D'après vous, il faut d'autres inculpations. Il faut savoir, écoutez, on a cité tout à l'heure une lettre trafiquée, c'est pas Garetta qui l'a trafiquée. Alors, qu'on sache pourquoi, et qui a signé. On parle du professeur Habibi. Il n'a jamais été professeur Habibi. Vous savez qui c'est? Un peu. Vous pouvez nous le dire? Non. Vous le direz au juge d'instruction? Si on me le demande. Si on vous le demande. Enfin, je dirais ce que je sais, je ne sais pas d'où. Ne me prenez pas pour Madame Soleil, quand même. Bon, ensuite, on inculpe Monsieur Jacques Roux, Roux, comme on dit chez nous, de Montpellier. Jacques Roux, qui, à mon avis, a fait son métier. Il a transmis tous les rapports inquiétants qu'on lui donnait. Il les a transmis. Et puis aujourd'hui, on se prend comme tête de Turc parce que, entre autres, il avait une tare grave. Il était membre du comité central du Parti communiste. Mais je crois que, moi je ne suis pas communiste, je n'ai jamais été, mais je pense que c'est un homme profondément honnête. Et ensuite, on prend comme tête de Turc également M. Netter, qui est un médecin que je connais, qui est fort honnête lui aussi. Netter qui avait Ça veut dire, de contrôler les produits. Ça veut dire, à votre avis, qu'on veut faire porter la responsabilité à quelques personnes pour éviter que... Oui, chère madame, mais qu'on les choisisse. Si l'on vous demandait de fabriquer un Boeing 747 avec de la tôle, des vieux papiers, des ficelles et des clous, qu'est-ce que vous répondriez? Bien, c'est ce qu'on a demandé à Netter. On a demandé avec un laboratoire, qui était un laboratoire ancien, périmé, de contrôler des produits très sophistiqués. Mais ça, c'est pas juste. Professeur Ruffier, je vous remercie.
Le chapitre social maintenant avec la négociation de la dernière chance à Renault-Cléon. Martine Aubry, le ministre de l'Industrie, vient en effet de l'annoncer. Elle veut une réponse des syndicats avant vendredi 11h. Elle fixe donc un ultimatum. Le médiateur nommé par le gouvernement a rencontré successivement aujourd'hui les syndicats et la direction, mais pour le moment, aucun changement. Le site est toujours bloqué. Marie-Hélène Tichou. Depuis la nuit dernière, les réunions exploratoires avec l'émissaire désigné par le gouvernement se succèdent. Il a d'abord reçu la direction, puis de 13h à 18h les syndicats. Pour l'instant, les négociations n'ont pas encore réellement commencé, mais le discours change, en particulier au sujet de la revendication principale qui concerne les salaires. Les discussions ne peuvent pas avoir lieu si on ne parle pas argent. Ça, c'est... Mais parler argent et parler salaire, c'est pas tout à fait la même chose. On peut parler argent en parlant prime. Est-ce que vous voulez absolument parler salaire? Ou seulement, si on parle prime, vous êtes prêt à vous donner les moyens de négocier? Propositions seront faites aux gens, et les gens parlent argent, parlent fric, si on peut parler couramment. Voilà. Alors, que la direction l'appelle comme elle veut. Les syndicats doivent revenir à la direction du travail ce soir à 21h. Ils appellent les grévistes à une assemblée générale demain matin à 8h30. Tout de suite, les autres faits marquants de l'actualité en France grâce aux images de nos stations régionales. Commentaire Hervé Dino. Les marins-pêcheurs ont poursuivi aujourd'hui le blocage des ports de Boulogne-sur-Mer, Étaples et de Dieppe. Ils entendaient ainsi protester contre la décision prise lundi par la CEE d'augmenter le maillage des filets. Cette mesure a pour but de préserver les ressources en poissons de la communauté. Le préfet d'Île-de-France a proposé à 53 des 101 familles qui occupent le quai de la gare depuis 4 mois d'être relogées provisoirement dès la semaine prochaine. Un logement définitif leur serait offert ultérieurement. Pour les 48 autres familles originaires de banlieue, des propositions similaires devraient être faites par les préfets concernés. Les familles devraient donner leur réponse dans la soirée. Les douaniers de l'aéroport de Roissy ont découvert 57 kilos de cocaïne il y a 3 jours dans la zone de fret. C'est la seconde saisie record de l'année. Au mois de mai, ces mêmes services avaient déjà mis la main sur 180 kilos de cocaïne. 30 000 habitants de la banlieue nantaise privés d'eau potable. Les communes de Carquefou, Sainte-Luce-sur-Loire et Touaret sont approvisionnées depuis ce matin par camion-citerne. La pollution serait survenue à la suite d'un incident au niveau du château d'eau qui assure habituellement l'alimentation de cette zone. Tennis, Bercy, on rejoint tout de suite en direct Dominique Champeau avec le dernier Français encore en course, Dominique, et c'est Guy Forget. Et c'est Guy Forget. Eh bien, Guy Forget est un petit peu en difficulté. Il vient déjà, il y a quelques minutes, d'abandonner la première manche à son adversaire, l'Américain Rostagno. Il a perdu cette première manche 6-4. Et Rostagno, il faut le dire, est un formidable relanceur, c'est un formidable serveur, un remarquable volleyeur. Et Guy Forget a beaucoup de difficultés à le contenir. On l'a vu remarquable contre Yannick Noah cette année et à Tokyo tout récemment. Il a battu Landl, il a battu également Becker et il a poussé Edberg au mieux de sa forme en 5-7 à un match très difficile. C'est dire que Rostagno n'est pas n'importe qui et pourrait très bien faire partie de cette équipe américaine de Coupe Davis qui doit affronter la France au mois de novembre prochain. C'est un remarquable joueur sur cette surface. C'est un match très important pour Guy Forget car vous le savez, depuis la défaite, le forfait de Boris Becker, la place, le bas du tableau est complètement dégagé et c'est presque une place en finale qui se joue sur cette rencontre. À votre avis, Dominique, il peut se reprendre, Forget Oui, actuellement dans le deuxième set, le match est accroché. Les deux joueurs, aucune différence n'est encore faite. Donc tout est encore possible, bien sûr. Merci Dominique. On voit tout de suite la journée à Bercy avec une hécatombe de champions. Boris Becker donc forfait. Noah McEnroe, Connors, Bruguera courir et Ivanisevic ont été éliminés. Et on vous le disait tout de suite, Arnaud Butch aussi. Résumé de la journée avec Alain Dorgans. Arnaud Butch, longtemps confiné dans le rang d'éternel espoir, est en train de s'affirmer ici face à Alexander Volkov. La perspective d'une place en finale de la Coupe Davis l'émoustille. Mais l'Alsacien s'est montré trop tendre devant le rouet soviétique et son tennis peu orthodoxe. Trois petits tours et puis s'en vont pour Arnaud Butch. Volkov vainqueur en 2-7, 7-5, 6-2. L'Américain Pete Sampras, vainqueur de l'US Open 1990, et Goran Ivanisevic, deux chefs de file d'une génération dorée. Le bras de fer entre ces deux champions au tempérament opposé a son point d'orgue, cet échange interminable.
Pilonnage incessant du Croate Ivanišević, au comportement atypique ici en bas de l'écran, sur le revers de l'Américain très mobile et félin. Ivanišević finit ce point à Hané. Sa victoire ne tenait qu'à un fil récalcitrant. Victoire à l'arraché 6-3, 6-7, 7-6 de Pete Sampras qui croisera la raquette avec le fantasme Alexandre Volkov. Jim Courier, pourtant très solide psychiquement et fébrile, sa force de bûcheron s'émousse au fil des jeux. Camporedze, quant à lui, emmagasine de l'assurance. Résultat, l'Italien crée la première surprise, boutant hors de Bercy le nouveau numéro 2 mondial. Omar Camporedze en découdra avec le vainqueur du match, Forge Rostagno. À 100 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver, on peut déjà donner une médaille d'or au COJO, le comité d'organisation qui a rempli son contrat. Toutes les installations sont prêtes, il ne reste plus que les détails à régler. En quelques mois, la Savoie a fait un bond de 15 ans au niveau de ses infrastructures. Isabelle Thomas. Paris quasi gagné pour la Savoie, tout sera prêt dans 100 jours pour les Jeux Olympiques. Déjà, les 3/4 des billets ont trouvé acheteurs et les 13 sites sont prêts à accueillir les 2000 sportifs et le million de spectateurs attendus ou mettent la dernière main aux préparatifs. Pour les grands centres de sport d'hiver que sont Albertville, Val d'Isère, Les Saisies ou Courchevel, les équipements sont là, il s'agit donc de les étoffer. Parallèlement, l'hébergement revient en priorité à Brides-les-Bains, village olympique principal, Moutier et la Léchère pour la presse. On n'improvise pas l'accueil de 7000 journalistes et 320 heures de retransmission en direct. Des investissements lourds pour ces communes qui entendent bien les gérer à long terme. Car les Jeux sont aussi un tremplin économique. 14 000 emplois en 5 ans, surtout dans les travaux publics, l'hôtellerie ou le commerce. Beaucoup d'emplois, il est vrai, sont temporaires. L'organisation des Jeux se monte à 11 milliards de francs et le financement est privé à 80%. Reste que l'effort fourni par des petites communes comme Pralognan émousse quelque peu l'esprit sportif des contribuables. Et justement, si vous allez dans les Alpes, vous n'aurez plus à traverser la ville de Lyon. Le bouchon du tunnel sous Fourvière a en partie sauté ce matin. Mais prudence, tout de même, ce week-end est classé rouge. On attend 6 millions d'automobilistes sur les routes. Tout de suite, les conseils de Dominique Dumas. La bonne nouvelle, c'est un tronçon de 24 km qui vient d'être inauguré entre Anse et Rieux. C'est le contournement de Lyon qui se concrétise en grande partie et la route directe entre Paris, Albertville, la Suisse et l'Italie du Nord. Cela n'autorise pas à faire de la vitesse, surtout pour ces fêtes de la Toussaint plus meurtrières que les autres. Je voudrais donner une date et 2 chiffres. En 1985, c'était le même week-end que celui-ci. Nous avons eu à déplorer 45 tués par jour et 1100 blessés. C'est dire que le bilan peut être absolument tragique. C'est un comptage, et bien dans 4 jours, nous donnerons le résultat. J'espère que nous aurons moins à déplorer de tués et de blessés. Demain, journée orange, Paris, Lyon, Nantes, Rennes et Bordeaux seront des caps difficiles à franchir. Évitez de partir entre 6h et midi. Samedi, accalmie et dimanche, journée rouge pour les retours. Orléans s'ajoute au point également rouge. Évitez de repartir entre 15h et 21h. Redoublez de vigilance à cause du brouillard et des routes glissantes. Pour terminer, les rapports du tiercé quarté quinté. Pour le tiercé, il fallait jouer le 13, le 16, le 11, qui vous rapporte dans l'ordre 43 512 francs et dans les ordres 8 702 francs. Ça va beaucoup plus vite que moi. Le quarté plus, 13, 16, 11, 18. Vous voyez les rapports dans l'ordre et dans le désordre, très important dans l'ordre. Ensuite, le quintet plus, 13, 16, 11, 18, 15 et encore des rapports très impressionnants. Voilà, fin de ce 19-20, votre prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est à 22h45, soir 3 présenté par Marc Hautement. Et dans quelques secondes, la météo complète de Michel Touret. À demain 19h, bonsoir.